sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13, et puis je doute que cette position-là vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il a exprimé. Pourquoi est-ce que je doute? Parce que la proposition de loi a été adoptée en plénière. Et les collègues de G13 et d'autres sont censés avoir été dans la salle. Ils sont censés avoir suivi. La réponse sera directe, brève aussi. C'est que c'est tout simplement, ça relève tout simplement d'une masturbation intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette disposition existe. Parce qu'elle est dans la proposition de loi. Et je pourrais y revenir. Donc, et c'est là l'une des innovations, je ne sais pas où, du moins là où on a tenu à renforcer. Non seulement lorsque les compatriotes, lorsque nous avons voté dans les bureaux de vote, nos témoins présents sont là. Ils ont signé contresigné les procès-verbaux. La CENI, ou bien les résultats du bureau de vote, seront immédiatement après le dépouillement affichés. Et c'est dans la loi. Donc c'est pourquoi j'ai douté dès le départ, je ne peux pas imaginer et que le collègue n'ait pas pu lire cette disposition-là. Elle est claire, je pourrais vous la donner par la suite. Donc, après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, les témoins sont présents dans la salle, ils contresignent les procès-verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couchés sur les procès-verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus, immédiatement après, les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Et parce que le bureau de vote se sera transformé d'ailleurs en bureau de dépouillement et bureau de vote par bureau de vote et bureau de dépouillement. Donc c'est une disposition claire, je ne sais pas d'où ça vient. Évidemment, j'ai aussi de lu sur les réseaux sociaux et dans différents médias, des gens pensaient qu'on... Non, c'est une disposition retenue au niveau du bureau de vote et au niveau du centre de compilation. Et au niveau de la CENI, les résultats seront publiés sur le site internet en mentionnant les résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Et une autre, ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est qu'après le vote, les différents plis avec les PV contresignés par le président, les membres du bureau de vote, contresignés par les témoins, immédiatement après, c'est les plis qui sont transmis à la CENI. Il y a donc un pli qui sera transmis à la CENI. Un autre pli sera directement envoyé aux juridictions compétentes, aux cours des tribunaux compétents. Donc, ce qui se dit là, je ne pense pas que ça vienne de lui. Je ne pense pas, parce que notre commission, je ne suis pas à ce niveau, d'ailleurs, je ne suis plus au niveau de la commission, parce qu'ici, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'exprime, après que le texte ait été adopté par la plénière. Donc, la disposition qui a fait couler beaucoup d'encre est pour rien. Et d'ailleurs, même la société civile n'y est plus. La société civile, je pense même, c'était aussi l'une des recommandations de la CENCO, que nous avons accepté parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles, qu'il fallait que les résultats soient rendus publics afin qu'il n'y ait pas de tapouillage quelconque. En bref, cher ami, donc c'est faux et archi faux. Je ne pense pas qu'il ne faudra pas l'attribuer à l'honorable qui devrait lire la loi. L'affichage, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'on le dise très clairement, cette disposition a été consignée dans la loi qui se trouve actuellement en seconde lecture au niveau de la CENI. Et je voudrais profiter de cette occasion, parce qu'on a entendu parler là-dessus, que vous, des médias, vous puissiez passer ce message-là. Ceux qui sont en train de dire non, on a supprimé où? On a supprimé peut-être un texte de loi qu'ils avaient dans leur propre poche. Mais si c'est la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale,
et qui est actuellement en examen au niveau du Sénat, là, cette disposition est claire, elle est limpide. Les résultats des bureaux de vote seront rendus publics, bureau de vote par bureau de vote, et à plusieurs niveaux. Voilà donc, chers amis de Télé 50, j'espère que vous porterez ce message, et je pourrai tout à l'heure, je crois qu'il était possible, mais je ne sais pas encore vous donner le texte, pour autant qu'il y a encore un examen au niveau. Mais là, nous allons très très. Vous dites l'avenir de notre membre de G13. Et j'ai un peu de mal à répondre à un collègue individuellement. J'aurais voulu que ce point de vue-là vienne de tout le groupe G13, parce qu'ils sont 13, ou ils sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13, et puis je doute que cette position vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il a exprimé. Pourquoi est-ce que je doute? Parce que la proposition de loi a été adoptée en plénière. Et les collègues de G13 et d'autres sont censés avoir été dans la salle. Ils sont censés avoir suivi. Ce sera direct, bref aussi. C'est tout simplement, ça relève tout simplement d'une masturbation intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette disposition existe. Parce qu'elle est dans la proposition de loi. Et je pourrais y revenir. Donc, et là, il y a des innovations, je ne sais pas où, là où on a tenu à forcer. Non seulement lorsque les compatriotes, lorsque nous allons voter, lorsque nous avons voté dans les bureaux de vote, nos témoins présents sont là. Ils ont signé ou contresigné les procès-verbaux. La CENI, ou bien les résultats du bureau de vote, seront immédiatement après le dépouillement affichés. Et c'est dans la loi. Donc c'est pourquoi j'ai douté dès le départ. Je ne peux pas imaginer que le gouvernement n'ait pas pu lire cette disposition-là. Elle est claire, je peux vous la donner par la suite. Donc, après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement. Les témoins sont présents dans la salle. Ils contresignent les procès-verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couchés sur les procès-verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus. Immédiatement après, les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Et parce que le bureau de vote sera transformé d'ailleurs en bureau de dépouillement, bureau de dépouillement et bureau de vote par bureau de vote et bureau de dépouillement. Donc c'est une disposition claire, je ne sais pas d'où ça vient. Évidemment, j'ai aussi lu comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et dans différents médias, des gens pensaient qu'on... Non, c'est une disposition retenue au niveau du bureau de vote. Au niveau du centre, au niveau de la CENI, les résultats seront publiés sur le site internet en mentionnant les résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Et une autre, ce qui est important aussi, c'est qu'après le vote, les différents plis avec les PV contresignés par le président, les membres de vote contresignés par les témoins, immédiatement après, c'est les plis qui sont transmis à la CENI. Il y a un pli qui sera transmis à la CENI. Un autre pli sera directement envoyé aux juridictions compétentes.
aux cours et tribunaux compétents. Donc, ce qui s'est dit là, je ne pense pas que ça vienne de lui. Je ne pense pas, parce que notre commission, je ne suis pas à ce niveau d'ailleurs, je ne suis plus au niveau de la commission, parce qu'ici, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'exprime, après que le texte ait été adopté par la plénière. Donc, la disposition qui a fait couler beaucoup d'encre est pour rien. Et d'ailleurs, même la société civile hier est venue. Je pense même, c'était aussi l'une des recommandations de la CENCO, que nous avons accepté parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles, qu'il fallait que les résultats soient rendus publics afin qu'il n'y ait pas de cafouillage quelconque. En bref, amis, donc c'est faux et archi faux. Je ne pense pas qu'il ne faudra pas l'attribuer à un qui aurait pu lire la loi. L'affichage, la publication des bureaux, des résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'on le dise très clairement, cette disposition a été consignée dans la loi qui se trouve actuellement en seconde lecture au niveau de la CENI. Et je voudrais profiter de cette occasion, parce qu'on a entendu parler là-dessus, que vous, des médias, vous puissiez passer ce message-là. Ceux qui sont en train de dire non, on a supprimé où? On a supprimé peut-être un texte de loi qu'ils avaient dans leur propre poche. Mais si c'est la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui a un examen au niveau du Sénat, là, est claire, elle est limpide. Les résultats des bureaux de vote seront rendus publics, bureau de vote par bureau de vote et à plusieurs niveaux. Voilà donc, chers amis de Télé 50, j'espère que vous porterez ce message et je pourrai tout à l'heure, je crois s'il était possible, mais je ne sais pas encore vous donner le texte, pour autant qu'il y a encore un examen au niveau du Sénat. Mais voilà, les dispositions sont claires là-dessus. Bosso politique, les innovations. Quelles sont les innovations? Évidemment, la proposition de loi, telle qu'elle a été déposée et discutée au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi initiée par nos amis les 13, comprenait un certain nombre de thématiques, 18. Et c'était une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale existante, celle de 2006, qui avait été modifiée. C'est dire quoi? Malgré tout ce qu'on a pu entendre, il n'était pas question de chambouler toute la loi telle qu'elle existe. Donc nos amis ont fait des propositions pour améliorer le système. Et ici, une précision est intéressante. Parce que j'ai répondu tout à l'heure à la question au sujet de nos amis de l'opposition du FCC. Qu'est-ce que je dirais très clairement? Cette proposition de loi est en fait venue de l'Union sacrée. Elle est en fait venue de nous-mêmes ou d'une partie de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une proposition de loi de la société civile. Ce n'est pas une proposition de loi qui nous est tombée comme ça, comme provenant de nos partenaires étrangers ou comme imposée de l'extérieur. La proposition est venue de nous-mêmes. Et cette proposition de loi de G13, et on devrait le souligner, l'ancien bureau de l'Assemblée nationale l'a gardé dans les tiroirs pendant plus de 15 mois. Pendant près de 15 mois, gardé dans les tiroirs. Pour quelle raison? Je ne veux pas répondre. Je n'appartenais pas à ce bureau-là. Mais le bureau actuel de l'Assemblée nationale, le bureau qui est dominé, le bureau qui comprend tout le monde, même le FCC représenté dans le bureau de l'Assemblée nationale, mais dirigé par l'Union sacrée de la nation, eh bien, dès que ce bureau s'est mis en place, et dès que ce bureau s'est mis au travail, l'une des préoccupations de ce bureau est d'abord tout faire pour que notre pays puisse aller aux élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Première étape, adopter la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Je revois encore ici plusieurs d'entre vous, lorsque j'étais alors président de la commission PAJ, qui posaient des questions. Mais prof,
À l'époque, vous me demandez pourquoi ce forcing. Et des sont encore présents ici. Pourquoi est-ce que vous... Non, ce n'était pas un forcing. Notre peuple veut aller aux élections libres, crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel. Eh bien, l'Assemblée nationale, dont les membres représentent la nation, dont les membres doivent être à l'écoute de notre peuple, l'Assemblée nationale se devait déposer un premier geste, un premier pas, c'était l'adoption de la loi sur la CENI. Vous vous souvenez des critiques. On fait du forcing, on fait ce... Non, nous répondions en fait à l'appel de notre peuple qui veut de ces élections libres et transparentes dans les délais. Deuxième étape, c'est celle qui vient de... Évidemment, il y aura d'autres étapes. La loi sur l'enrôlement des électeurs, elle viendra encore à l'Assemblée nationale. La loi sur la répartition des sièges, elle viendra encore à l'Assemblée nationale. Mais la deuxième étape importante après la loi sur l'organisation de la CENI, c'est effectivement cette loi électorale que le bureau a immédiatement après la mise en œuvre de la CENI, le bureau a jugé bon, les députés nationaux ont jugé bon de discuter et d'adopter la loi électorale pour permettre à la CENI d'aller de l'avant et de nous organiser ces élections libres et transparentes que nous voulons dans un délai constitutionnel. Les innovations. Évidemment, il y a des innovations. C'est pour ça que je disais cette question, j'aurais pu commencer par là parce qu'elle est beaucoup... Je vais toucher un peu à quelques thèmes qui ont été longuement débattus dans les médias, sur les réseaux sociaux et commentés dans les centres et dans l'opinion. L'une des questions, c'était la question de la représentation de la femme. La représentation de la femme. Une question qui a été longuement débattue et qui a également été débattue ici en plénière. L'innovation. Mais au sujet de la représentation de la femme, nous sommes dans la mesure du possible. En tout cas, nous avons fait le plus grand pas pour nous rapprocher des dispositions de l'article 14. Mais c'est arrivé à la parité. Mais nous, on a tenu à respecter cette disposition constitutionnelle, l'article 14, qui voudrait qu'il y ait une représentation juste et équitable. Une représentation juste et équitable de la femme et de la personne avec handicap. Donc, c'est une question qui a été débattue et une question qui a longuement préoccupé aussi les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale. Il pouvait être autrement, et vous le savez. La question de la représentation de la femme nous préoccupe au plus haut point. Et la première personne la plus préoccupée de toutes, c'est effectivement le président de la République. Vous l'avez vu même dans la composition du gouvernement. Comment le président de la République, chef de l'État, a tenu à la représentation de la femme. Pas seulement de la femme, mais aussi de la personne avec handicap. Avec un gouvernement qui comprend un nombre impressionnant de... Et vous êtes des journalistes, vous êtes des analystes. Si vous comparez ce qui a été fait pour la femme depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, si vous comparez la première mandature, la deuxième, la troisième, mais aucun président n'a fait mieux à ce jour que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. En ce qui concerne la représentation de la femme, personne n'a fait mieux. Le président de la République, en fait, il y a cette liaison, il y a en fait cette connexion entre le président de la République et l'Assemblée. Pourquoi? Les gens posent souvent des questions, on n'est pas une question de résonance. Cette Assemblée nationale n'a jamais été, en tout cas sous ce mandat, sous ce régime, sous le président de Félix Tshisekedi, président de la République, cette Assemblée n'est pas une caisse de résonance. Mais il s'est fait, il y a une connexion. Pourquoi cette connexion qui existe et qui s'est manifestée au travers des dispositions que nous avions adoptées sur la femme? La connexion est simple à comprendre.
président de la République représente la nation. Article 69. Il représente la nation. Les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale, représentent la nation. Donc, dans ce pays, en fait, il y a deux groupes de personnes qui représentent la nation. Vous avez le président de la République et les députés nationaux de l'Assemblée nationale. Et comme tous représentent la nation, il va de soi qu'ils s'entendent. Il va de soi qu'ils se soumettent, qu'ils fassent de leur mieux pour satisfaire les intérêts du peuple souverain. Revenons à la question de la femme. Qu'est-ce qui a été fait et qui n'a jamais existé auparavant? Ce qui a été fait, c'est qu'avec la nouvelle loi électorale, la représentation féminine est fortement encouragée. Et vous allez trouver, et je pense que le Sénat pourra aller dans le même sens, nous en sommes certains, qu'au point de la représentation de la femme, une liste électorale qui prendra au moins 50% des femmes ne payera pas de cautionnement. Une liste électorale qui comprendra au moins 50% des femmes ne payera pas de cautionnement. Vous savez, le cautionnement, ce sont des montants colossaux. Si vous avez à présenter 300 candidatures, nous avons 500 sièges à l'Assemblée nationale. Si vous devez présenter des sièges, donc des candidats pour chaque siège, la liste devra comprendre 500. Et on paye, ce sont des milliers de francs, plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'ils sont payés. Mais dorénavant, si une liste comprend au moins 50% des femmes, elle ne payera pas le cautionnement. C'est toute nouveauté. Ça n'a jamais existé. Et cela traduit en fait la volonté de l'Assemblée nationale, la volonté des députés nationaux et au sommet, la volonté du président de la République pour que nous allions plus loin dans le sens de la représentation de la femme et que nous puissions faire tout ce qui est possible pour que la femme participe activement à la gestion de la chose publique. Évidemment, les discussions ont eu lieu pendant la plénière. Il y a aussi d'autres choses. Il faudra travailler avec la femme. Il faudra travailler avec eux. Il faudra les former. Il faudra les former pour qu'en fait, elles puissent répondre aux obligations qui seront les leurs lorsqu'elles vont figurer sur la loi électorale et lorsque demain, elles pourront être élues. Et dès que nous allons avoir une liste, même la physionomie, le paysage de l'Assemblée nationale va changer. Voilà donc l'une des dispositions, des innovations majeures que nous avions été introduites dans cette loi. Elle n'a pas encore été promulguée par le président de la République, donc nous pouvons des propositions de loi, c'est vous comprenez pourquoi. D'autres innovations que nous avons tenu à renforcer. Prenons par exemple la question des observateurs, les témoins. Les témoins vont contresigner les procès-verbaux. Et parce que nous voulons des élections libres et transparentes et crédibles, nous voulons une participation active des témoins. Il n'y a pas de... Dès lors que le procès, vos résultats, mes résultats, sont contresignés par mes propres témoins ou mon parti qui atteste que c'est vrai et après moi je n'ai pas qu'une position nous diviser. Mais ce qui nous est il faudra avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Il faudra que le parti politique s'organise pour avoir des témoins dans tous les bureaux de vote pour ne pas qu'il y ait demain que les témoins ont été chassés des bureaux de vote, les témoins n'étaient pas présents. Non, il faudra s'organiser. Parce qu'en réalité, nous-mêmes qui avons participé au ce qui se passe, vous n'êtes pas occupé de vos propres témoins. Il n'avait même pas une bouteille d'eau à boire. Il arrive à 6 heures. À midi,
Mais il s'en va. Et lorsque le résultat est publié à 18 h, on doit afficher. Mais votre parti depuis longtemps. Et il a dit à son candidat, on m'a chassé du bureau de vote. On a fait ceci, on a fait cela. Donc ici, la participation des témoins est fortement recommandée et c'est le moment que les partis politiques organisent les témoins dans tous les bureaux de vote. Parce que nous insistons sur la publication des résultats ou l'affichage, ou que les résultats soient rendus publics de vote par bureau de vote. Nous avons répondu à cette préoccupation-là. Ce sera fait. Mais éviter des plaintes inutiles, des complaintes inutiles. C'est le moment des partis politiques de s'organiser, de recruter pour qu'à leur tour, ils puissent avoir des témoins bureau de vote par bureau de vote. La question des observateurs est également soulevée. Et des observateurs. Nous encourageons fortement les observateurs. Mais les observateurs, pas seulement internationaux et étrangers, mais également les observateurs nationaux, ils sont encouragés. Sauf qu'il y a une différence entre un témoin et un observateur. Les témoins des partis, ce n'est pas un observateur. Et l'observateur ne peut pas se... D'ailleurs, ils auront des macarons différents. Donc, nous encourageons la participation des observateurs, des témoins et des observateurs. Nous ne pouvons pas voir demain des organisations qui avaient 30 ou 10 ou 15 observateurs, après généraliser, pour dire que c'est le résultat, c'est la conclusion. Non. Nous voulons des élections libres et transparentes. Nous encourageons. Les résultats seront rendus publics, bureau de vote. Nous nous encourageons également à avoir bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de compilation. Et les observateurs, nous ne voudrons pas demain suivre seulement l'hymne qui sera chanté par un groupe d'observateurs qui ont été peut-être à Kinshasa, qui n'ont pas été à Maïsi, qui n'ont pas été à Mituri, qui se sont candidats à Kasumbalesa, observateurs qu'on n'a jamais vu à Chikapa, ou qu'on n'a pas dans le sud du Bangui. Nous voulons des observateurs qui s'occupent véritablement de la tâche, qui ne viennent pas faire campagne pour les candidats. Les observateurs ne peuvent pas faire campagne. Leurs obligations sont contre la loi électorale. Mais qu'est-ce qui est nouveau aussi, c'est quoi? Dans la loi. Nous encourageons les observateurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui viennent observer nos élections. Autant cette fois-ci, nous avons l'obligation des observateurs de transmettre une copie de leur rapport à la CENI, à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Ça, c'est également nouveau. Nous encourageons les observateurs. Et nous avons bien fait. Vous savez, des pays, je ne veux pas les citer, mais il y a des pays qui ne font pas trop de bruit sur les observateurs. Il y a des pays, même dans des vieilles démocraties, où on n'entend pas les observateurs congolais, ou les observateurs de l'Union africaine. Nous sommes ouverts aux observateurs nationaux et étrangers. J'insiste sur l'obligation, dès que l'observateur a fini son travail, il ne va pas rendre son rapport à son ONG, ou son rapport à son ONG, ou bien à la position qu'il a. Il doit également nous remettre un rapport. On n'a que faire de ces observateurs qui, après avoir observé l'observation, on suivra sur la radio France internationale, BBC, TV7 Monde, La Voix de l'Amérique, alors qu'on n'a pas vu le pays. Donc, nous les encourageons cette fois-ci à transmettre une copie de rapport à l'Assemblée nationale, à la CENI. Pourquoi? Parce que ces rapports vont nous permettre d'améliorer. Vous savez, la démocratie, aucune démocratie ne se passe en un jour. C'est toujours un pas. Ce sont des avancées.
qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, vous savez d'où on vient, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de la Belgique, qu'il s'agisse de l'Espagne, de tous ces pays. Donc, la démocratie ne s'est pas bâtie en un jour. Même la question féminine dont je parlais tout à l'heure, de la représentation de la femme. Mais ce n'est pas un jour. Donc souvent, quand j'enseigne cette affaire intéressante dans la jurisprudence, c'est le traité de jugement, une affaire qui a été longtemps débattue aux États-Unis d'Amérique, c'est l'affaire dans les années 1860. Il y avait un procès. Bradwell, c'était une juriste noire. Et cette femme avait demandé d'avoir fait ses études d'avocat. Elle a demandé d'être admise au bar, de devenir avocate. Aux États-Unis, en 1860, dans cette décennie-là, elle soit admise comme avocat. La cour. Elle dit, mais moi j'ai fini, j'ai une licence en droit, j'ai rempli les conditions, je dois être admise comme avocat. L'affaire Myra Bradwell. La Cour suprême des États-Unis avait décidé à l'époque que la sensibilité d'une femme ne lui permet pas d'être avocate. Et nous sommes aux États-Unis d'Amérique. C'est simplement vous dire que cette question de la représentation féminine, comme je viens de vous dire, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train d'avancer. Donc, la question des observateurs est également dans les innovations. Dans les innovations, il y a également cette question d'affichage, d'affichage, de publication, bureau de vote par bureau de vote. Vous pouvez voir même sur Internet, vous n'avez pas. Dans les innovations, il y a cette publication, par exemple. Pendant que la CENI a les plis PV, les mêmes plis se trouvent déjà à la cour d'appel. Avant tout traitement contentieux, avant même qu'il y ait des réclamations, des recours, la CENI a des PV. Les mêmes PV se trouvent déjà à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d'appel et dans la juridiction. Donc voilà, peut-être au fur et à mesure, pour répondre aux questions, il y a d'autres innovations qui ont été introduites. La troisième question, celle de Robert. Mais qu'est-ce qui nous divise avec le FCC? Au cas où cette divergence, qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi, je ne vois pas, à notre niveau, nous ne voyons pas ce qui nous divise avec le FCC. Non. Pourquoi? Lorsque la loi sur la CENI, et vous étiez là également devant moi, lorsque j'étais alors président de la commission PHG, la loi organique sur la CENI, qu'est-ce qui nous divisait avec le FCC? C'était le siège du bureau. Et après, cette question avait été résolue. Et la loi adoptée. L'opposition a 2 membres au niveau du bureau de la CENI. Les PV existaient, c'était en direct. C'était une question qui nous divisait. Et lorsque nous avons mis en place la CENI, qu'est-ce qui reste? La loi électorale. Mais voilà, nos amis ont posé le préalable. Non, pour discuter de la loi électorale, nous devons encore discuter sur la CENI. Pour discuter sur la Cour constitutionnelle. Ça n'avait pratiquement rien à voir avec la loi sur la CENI et sur la loi électorale. Et après, nos amis, ce sont nos collègues. Il n'y a plus rien qui nous sépare, qui les divise de la majorité. Évidemment, au niveau du bureau, et pour la majorité, et pour l'opposition. Je suis vice-président de l'Assemblée nationale, et pour la majorité, et pour l'opposition. Et je dois dire quoi? Que rien, en fait, de fondamental vise les collègues de l'opposition. La question avait déjà été réglée en amont. Et le préalable qu'ils ont posé, récomposition de la CENI, récomposition de la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas des questions qui sont traitées dans la loi électorale. L'Assemblée nationale n'est pas compétente d'organiser un dialogue. Vous êtes des journalistes, vous connaissez l'histoire de
dialogue dans ces pays où les gens vont à un certain moment pour se partager les et les divisions. Mais nous, on n'est pas là, on va aller aux élections. Ces trucs-là de dialogue pour traîner la satisfaction des intérêts de notre peuple, nous n'irons plus. Nous devons aller aux élections transparentes. Donc rien de fondamental ne divise les amis de l'opposition et ceux de la majorité. Rien de fondamental. Sur cette proposition de loi, nos amis sont d'ailleurs d'accord parce qu'ils n'ont déposé aucun amendement. Aucun. Parce que ce qui les préoccupait, c'était la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle de matières dont nous n'étions pas compétents. Le texte a été adopté, vous savez, la loi de la majorité, nous sommes en démocratie. Adopter une proposition de loi avec ce chiffre-là. Un chiffre avoisinant d'ailleurs le chiffre de mon élection. Adopter une proposition de loi à ce chiffre-là, ça devient notre loi à nous tous. Lorsque le Sénat l'aura adopté, le président va promulguer, je crois rien ne va nous diviser. Nos amis de l'opposition, tous ceux de la majorité, ils vont participer aux élections. Parce que ce qui importe, pour ceux de la majorité comme pour ceux de l'opposition, c'est que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. C'était Biwan. Délégation des diplomates. Quelle a été leur position? Pourquoi est-ce que la commission ou la plénière a fait le travail de la piège? Disons d'abord ceci, ma première rencontre, je voulais au début en charge de la diplomatie parlementaire, donc j'ai eu à échanger avec certains diplomates accrédités dans notre pays pour effectivement les éclairer aussi sur ce qui a été fait. Parce qu'il y a trop, on dit n'importe quoi, trop de rumeurs, former les diplomates sur les innovations que nous avons apportées. Et je dois vous dire, il y a eu des questions sur les femmes. Ils incitaient par exemple sur la question de la femme. Je leur ai présenté la position. Et je peux vous dire que tous ont apprécié cette transmission qui n'existait pas auparavant. La liste entière, le fait d'avoir la moitié, une liste soit exemptée du paiement du cautionnement, ça c'est toute nouveauté. Et puisque les diplomates suivent également les débats, la question d'affichage, la question de la publication pour qu'il y ait transparence, la question de la... Eh bien, toutes ces questions ont fait également l'objet des échanges que j'ai eu avec certains diplomates accrédités dans notre pays et qui sont fortement intéressés au processus électoral. Et je dois vous le dire que les diplomates ont apprécié à leur juste valeur, à sa le travail fait par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'avancées sérieuses dans la démocratie. Bon, vous ne pouvez pas leur poser des questions, mais du moins, ils ont apprécié parce que c'est réglé. Est-ce qu'on va afficher les résultats? Oui. Est-ce que les députés, les candidats pourront voir leurs résultats? Oui. Est-ce qu'ils auront leurs témoins? Oui. À tous les niveaux. Est-ce que les résultats seront affichés ou même publiés après le vote? Oui. Des élections transparentes. Qu'est-ce qui peut encore fondamentalement diviser les gens? À moins d'avoir des élections. Mais tous ceux comme nous veulent aller aux élections libres, dès lors que j'ai mes témoins, dès lors que je peux me rendre compte de nos résultats, élu, dès lors que je peux vérifier, dès lors que j'ai droit au recours, que j'ai mes pays, mes témoins peuvent suivre, je peux même suivre mes résultats qui sont affichés, je compare à ce m'a remis. Et l'autre problème nous diviserait. Et la plénière n'a pas fait le travail de la PAJ. Félix. Parce que si vous lisez bien notre règlement intérieur, la PAJ a fait son travail. Mais la PAJ, c'est une instance technique de la plénière. C'est pourquoi quand la PAJ fait le travail, elle vient faire rapport à la plénière. C'est la plénière qui est souveraine et qui décide. Donc la plénière n'a pas fait le travail de la PAJ.
La commission a fait son travail, elle a fait rapport à la plénière, et il appartenait à la plénière de décider. Et dès que la plénière a décidé, c'est le travail de l'Assemblée nationale, ce n'est plus le travail de la PAJ. Donc, la PAJ, donc, instrument technique, une commission technique au niveau de la plénière, il a laissé sa commission faire son travail, et puis la plénière s'est assumée parce que cette plénière est souveraine à tout. Pourquoi les éléments? S'il y a tout, on peut reprendre la question. Je peux l'avoir oublié. C'est 7 sur 7. Quelle était la question? Bon, je crois que vous venez de trouver la réponse. La réponse est laquelle? La commission est un instrument technique au service de la plénière. C'est la plénière qui est souveraine. Et il n'y a aucune disposition ni du règlement intérieur, ni de la Constitution, ni d'aucune loi qui dit que c'est la commission qui doit lever les options. Donc voilà ma réponse à cette question-là. Elle est aussi brève. Donc les options ont été levées par l'Assemblée, la plénière. Merci. On prend une série de 3 questions. Je commence avec Franck. Franck Wassanga, honorable vice-premier président de l'Assemblée nationale, vous venez de dire que la proposition de loi électorale vient de l'Union sacrée. Je voulais savoir pourquoi l'État Katumbi, qui vient de l'Union sacrée, continue à protester la manière dont cette proposition de loi a été adoptée. Merci. Moi, on m'appelle Gilles Boulembi Ndezulu pour mes spectateurs. J'ai 3 petites questions, mais il y a Liboso, Honorable Mbata, les Olobama partout dans la cité. Le maître à jouer, la plaque tournante, la loi électorale aux Aïo. En étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, la commission PAG, ça n'a pas squelette. Yonde Benzema, Radio Madrid, au Bénin, Yami Balé. Est-ce qu'avec cette loi électorale contestée par l'opposition, est-ce que vous avez une élection libre, démocratique et transparente? Faboui, Moïse, Mataboui, Kataboui. Est-ce que vous avez une élection libre, démocratique et transparente? Pour Nassilissa. Bambé, en 2006, biso to monaka élection sœur ezala quitté. Soza indépendant, baye ndeba kino ba 2018 seuil. J'ai un candidat à Bumbu qui a eu 14 000 voix en 2018, mais à l'écart pour un problème seuil. To kanisa ki lokola ba problème tabaye. Boye pour na ko corriger bokolongo la biso. Bozong se biso 60% proportionnel. Ma te kakangu bana wenza mola. A 60% proportionnel. Expliquez bien sur ma seuil et Zandengeni. Voilà, pour ne pas oublier, on peut répondre à... Alors, oui, 3 comprennent 3. Ok, c'est d'électionnet.com. Monsieur le vice-président, comme l'a dit mon frère, vous avez dit, cette loi vient de vous, de l'Union sacrée. Pensez-vous pas qu'elle va causer des problèmes à l'approche des élections? On sait que les personnes qui ont été frappées par la justice suite à la corruption sont inéligibles par rapport à cette loi. Là, je prends le cas de M. Jean-Pierre Bemba suite à la subornation des témoins. Ça se dit aussi que vous avez barré la route à Jean-Pierre Bemba, qui est votre partenaire de taille. Que pensez-vous à propos? Oui, une série de 3 heures. Voilà. Merci pour cette question-là. Je commence par Franck d'Info Plus. La deuxième question, les Kozulu au Yanosima. Et puis la question de Luzolo d'élection.
Voilà, Franck. Le camp, si la proposition de loi vient de l'Union sacrée, pourquoi est-ce que le camp Katumbi continue de compter? Bon, je dis ceci. J'ai dit d'abord que la proposition de loi, lorsque vous voyez toutes ces personnalités-là, je n'ai pas dit qu'elle vient pour bien préciser les choses. La proposition de loi est venue, a été initiée par des actuellement de l'Union sacrée. À l'époque, l'Union sacrée n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsque vous voyez la liste des personnes qui ont initié cette loi, eh bien, les personnalités dans l'Union sacrée, c'est pour bien préciser les choses. Le camp Katumbi continue de contester. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est contesté. Parce que vous êtes là, les journalistes, sûrement vous les écoutez. Ils contestent quoi? Et qui conteste? Moi, je ne l'ai pas entendu de moi-même. Peut-être à votre niveau, comme vous êtes des hommes, vous pouviez me dire c'est qu'ils contestent. Parce que contester pour contester, ça n'avance pas en démocratie. Même dans les vieilles démocraties. Les politiques ne sont pas ou à contester. Qu'est-ce que la conteste? Ce n'est pas de contester pour contester. Je crois avec tous la forme de détermination qu'il nous faut des élections libres, crédibles, transparentes. Eh bien, les dispositions que je venais de vous lire, mais c'est pour que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. Vous voulez me dire que nos amis contestent que les élections soient crédibles? Est-ce que nous avons mis des dispositions, adopté des dispositions pour la crédibilité, pour la transparence? Vous voulez dire que ce camp-là est contre la transparence? Je ne pense pas. Ils sont contre la crédibilité? Je ne pense pas. Ils contestent quoi? Nous voulons aller aux élections. Et cette loi nous permet d'aller aux élections libres, transparentes et crédibles. Là, une personne qui n'a pas peur des élections, qui veut des élections libres, il va aller aux élections. Dès lors que le résultat est obtenu, il va accepter. Disons une chose. Les élections paisibles. Les élections crédibles ne sont pas crédibles. Libre, crédible, transparente et dans les délais. Mais vous comprenez que les perdants vont aux élections et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ceux qui veulent le dialogue, ceux qui veulent le partage de pouvoir en dehors des élections, en dehors de la volonté des élections, ils vont toujours les contester. C'est tout à fait normal. Mais ici, moi, je ne vois pas, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire, ils contestent quoi? Il ne faut pas contester pour contester. Il ne faut pas appeler les gens à descendre dans la rue. Nous avons le respect de notre peuple et de notre compatriotes. Nous sommes le fruit du peuple souverain comme représentants du peuple. Mais ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui nous ont élus, ou ces personnes handicapées qui nous ont élus, mais ils ne sont pas nos domestiques. Que vous allez faire descendre dans la rue chaque fois que vous avez la chance d'avoir un micro. Non. Nous devons respecter les souverains qui veulent les élections libres, crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels. Et notre peuple n'est pas dupe. Donc moi je ne vois pas ce qui est contesté. Je n'ai pas entendu quelqu'un de ce camp-là dire qu'il conteste. Et même alors, s'il y a quelqu'un qui a contesté, quels sont les points, même s'il ne peut pas être ici, dites-moi le point sur lequel il conteste cette loi. Voilà. Je réponds d'abord à la question de Luzolo, je reviendrai en Ndekozulu après. Élection nette. Bon, la question de notre ami, il semble que nous avons exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été condamné, il ne peut pas faire l'élection. Disons d'abord une chose. En droit, ou du moins,
lorsqu'on enseigne aux étudiants et à d'autres, on parle de constitutionnel. On ne peut pas faire une loi en regardant le costume des individus. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi doit être générale et abstraite. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas adopter, évidemment, on l'a vu dans le passé sous le régime précédent, dans cet hémicycle. Mais on votait des lois en regardant au chapeau, au manteau ou à la chevelure d'un individu. Non. Une loi doit être générale et abstraite. Elle ne peut pas être calquée sur la personnalité, l'idée de l'opposition, même pas l'opposition. Parce que dans un état de droit, tout le monde va être soumis à la loi. Ça, c'est la première observation. Revenons maintenant, lorsque nous allons dans une loi générale et abstraite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la personnalité que vous avez citée qui a été condamnée. Il y a plusieurs autres personnes qui ont été condamnées dans ce pays. Eh bien, ici, nous sommes pratiquement allés dans le sens de G13. Ils ont distingué l'éligibilité. Ils ont distingué entre les inéligibilités temporaires et les inéligibilités définitives. C'est-à-dire quoi? Il peut y avoir des cas et des situations pour lesquels les gens seront inéligibles pendant un certain temps. C'est-à-dire, vous avez été condamné, par exemple, pour corruption, pour vol ou je ne sais pour quel autre crime. Mais dès que vous êtes inéligible pendant ce temps-là. Mais un certain nombre d'années, après que vous ayez purgé votre peine, vous devenez éligible. Si quelqu'un a été condamné pour corruption en 1980, est-ce qu'il doit être inéligible à vie? Il était condamné en 1980 ou en 1990, condamné pour corruption, condamné pour cela, mais dès qu'il a purgé sa peine, il devient éligible. Et je crois que Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Nous ne l'avons pas regardé, parce qu'on ne légifère pas en regardant l'individu. La loi doit être générale et abstraite. Nous nous sommes dit, et ça va, c'est de l'équité. Quelqu'un qui a été condamné en 2000, il a purgé sa peine en 2010. Est-ce qu'en 2023, il doit être inéligible? Non. Il a déjà purgé sa peine. Ça, ce sont des cas d'inéligibilité temporaire. Et Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Il n'a pas été exclu. Ce n'est pas que nous l'avons visé lui-même, non. Il y a plusieurs personnes. Nous, en tant que législateurs, nous avons visé la généralité. Cette Assemblée nationale ne va pas légiférer, pas faire des lois personnelles, mais des lois qui concernent l'ensemble de notre peuple. Donc, des inéligibilités temporaires, dès qu'il a apuré sa peine, après un certain délai, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres deviennent éligibles. Donc, ce qui se dit là, ce sont des bobards dans les réseaux sociaux. Oh, par contre, qui sont inéligibles à vie? Il y a des personnes qui deviennent, qui sont frappées par les inéligibilités définitives. Ce sont les personnes qui ont commis des crimes les plus graves en droit international. Les crimes les plus graves en droit international est sanctionné par la Cour pénale internationale. Quelqu'un a été reconnu, par exemple, coupable du crime de génocide, il est inéligible à vie. Crime de guerre, si vous avez été reconnu coupable du crime de guerre, il est inéligible à vie. Crime contre l'humanité, vous êtes inéligible à vie. Donc on a tenu à distinguer les inéligibilités définitives. Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes, ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Je crois donc qu'il faut de dire que Jean-Pierre Bemba était, et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant, on l'a fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là, s'ils ont apuré leur peine, eh bien ils deviennent éligibles. Negozulu. Alors il faut qu'il y ait des maîtres à jouer, il y a des plaques tournantes. À Cameroun, se battait
Prof Mbata. Non. Comment ils ont solo te? Prof Mbata azali membre et Assemblée nationale. Tant que pour la député, Batinda Kinga ko représenter peuple. Na maye oyonga na yebi na intervenir na constitutionnaliste na makambo itali loi na pesa contribution na nga ndenge peuple apona kinga le député national. Mais soki Assemblée nationale en 2000 Kambo ezali de député ezali likambo ya ba député nyonso na kati wana pe prof Mbata koza prof Mbata pe a constitué na yo oyo etali makambo ya constitution donc ba le prof Mbata azali non prof Mbata azosala mosala na batindaki nga mpona nini mpona salela peuple na biso na maile moke nazo na kelasi na expérience na tia yango na disposition na peuple ezali nga moko te député mingi bazali mpe bazali contribuer mais c'est quand même une bonne chose bayebi que prof Mbata azalaka na l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec l'élection kozala libre transparente ndenge nini soki bandeko mosusu na démocratie ndenge nini soki bandeko mosusu baboyi nalobi boye démocratie élection démocratique ezali likambo moko na paisible te ezali makambo etali peuple na biso nyonso peuple nde akopona si tolongwa système wana peuple akokende liboso toyebi na mboka oyo mais na 2006 parti ngana azali na uti mais UDPS akendeki te mais après to s'incliner la volonté du peuple. Donc il ne faut pas c'est oh le bangai nazali peuple. Non. Le prof Mbata n'est pas le peuple. Son Excellence Félix Tshisekedi n'est pas le peuple. Le Premier ministre n'est pas le peuple. Peuple congolais souverain. C'est ça le peuple. Bah pour ici, tout est capable de fond, non? Yo toko lobby le peuple, yo zali peuple. Il faut qu'il t'a quand même non, tout ça na humilité na français. Ngana zali peuple te. Ce que vous allez d'accord, mais peuple andimi. Batu musu bakoni ma yango peza kana démocratie non? Tonandaki yango na États-Unis wana mambo ya Hillary Clinton na ba Trump. Mais Trump alekaki. Ko bino bozali ba pasango. Boyi makamyo malamu. Président qui a États-Unis d'Amérique démocratie ali bosa na mokili mo. Ndenge balobaka. Au moni bato ba boyi. Finalement ba s'incliner ba Clinton ba di ba voilà mon Dieu. Joe Biden ba ponaki dernièrement. Mais bato mususu ba c'est ça la démocratie. Mais koloba yo zali peuple tokobo non? Démocratie ko kende liboso. Il faut to ba lisusu boye. Biso ba politiciens, nous sommes bien vis-à-vis du peuple. Il faut to ta na makanisi na biso. Mo sala politique ezali en fait. Politique est kambo na mboka na biso mboka mususu comme le kambo ya pas. Politique ezali ko peuple. Ayo. Bangote? Donc il y a les cas
la situation de l'armée, caractère élection électorale nationale. Et aussi pose problème national. Des membres de la famille, puisque ils sont dessus. La CENI ne parle pas à donner le résultat pour moi. Il y a toujours des chéris. Je suis sûr que cette fois-ci, ça sera la meilleure. Un message au peuple congolais qui vous regarde, au peuple qui sont aller au travers. Mille personnes 2018, nous avons vu des gens qui là-dedans venir être des témoins pour prévoir la nouvelle loi par rapport au recrutement des témoins. Regardez comme la vérité. Par rapport à la nouvelle loi sous examen, la Constitution, le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Avec la nouvelle loi, Kabila de l'Assemblée nationale vient sur la question du de ce seul recevabilité, mais je suis en cette manche qui consiste la recevabilité ou l'irrécevabilité de la liste qui contient un candidat inéligible. Plusieurs d'entre comme dans cet hémicycle, n'ont pas voulu de changement pour finir la justice.
déjà reproché et tout aux élections. Là, un aspect qui beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Sur le seuil, les dans ces ce que vous avez à partition. Est-ce que vous avez au Canada, non au moins ma piste sans parti politique. Et l'on a beaucoup. Chiffre 700 partis politiques. C'est incroyable. 7 partis politiques et c'est la l'eau. Nationale. Et puis, conséquence des années, les alliés, gouvernement tant que beaucoup ça, le gouvernement. Gouvernement, côté le gouvernement, c'est ça la catastrophe. Objectif, c'est renforcer la capacité du gouvernement. Dans la scène politique, harmoniser, il faut nettoyer la cour. Territoire district non les Cambodgiens ils allaient de courant de parti et à la nationale ce que balobi 60% au lieu de parti nayo et à la regroupement des présidents il faut et à la 60%. Ce qui siège est 500. Au présentement, au moins, il y a 300. Na 300, et qu'on renforce le caractère national et à bas parti. Au cause de obligé aux candidats na Kinshasa, na Congo central, na Owele, Nord Kivu, Lualaba, Kassai, na ba province Union Swan. Donc c'est pour renforcer le caractère national et à parti. Sinon, ça devait, ils allaient marcher comme ils ont non? Et ils allaient ouenzer. 700 partis, 700 autorités morales. Donc c'est ça les Cambodgiens de Yangouane. Le peuple n'a besoin de comprendre que bateau baya koko ça bateau musu baya baka parti comme nangote. Mais kolo ele parti musu koko comme nangone. AAACC, BBDA, PPTE. Mais qui connaît ces partis-là?
Donc on voudrait lutter contre le système wana boyebi tant on doit un régime kalawana ndenge parti zaka kaka ba abréviation après élection parti wana elimwe introuvable mais bon quand qu'on votait pour la parti wana après élection elimwe non il a voulu nettoyer la scène politique objectif na biso il faut vraiment partir vraiment nationaux partis nationaux partis tribaux partis provinciaux parti à bas territoire ou bien à bas secteur tout comme on a partis nationaux na ba membre du Sécagnos c'est ça qu'on renforce l'unité nationale après ce que on a ponami gouvernement ezala gouvernement il y a pas parti solide on ne peut pas avoir un gouvernement de 600 partis politiques non beaucoup comme 600 partis pour ça le gouvernement il y a pas 700 ministres. Donc c'est ça l'objectif, il y a ceux qui ont expliqué à la population, que ceux ils allaient m'abêter, ceux ils allaient m'alam, et qu'on permette de faire un parti politique. Et qu'on permette de partir nous soit ayé bana na Congo mobile. Le seul me renvoie à Madame Julie. Je reviendrai à d'autres. Madame Julie, donc je parlais de ceci qui est une innovation. Et puis à Otozune de Balobi, non, oh, mon thématique n'a pas de babo et l'Ibiso est en Assemblée nationale, non. Oh, une thématique, il y a G13 Otozune en gros. Donc il ne faut pas les raconter et pas maintenant, non, tout ce que nous avons proposé a été refusé, je vais appeler au peuple. Non. Si vous voulez appeler, allez appeler les membres de votre famille. Allez appeler vos frères et vos sœurs vous pour descendre dans la rue, mais il ne faut pas déranger le peuple souverain. Donc, c'est de recevabilité, nous avons pris une thématique proposée par le G13. Donc, non, Top Congo, je crois Top Congo, on a aucun politicien Moussous. Et j'étais même ici à la tribune. Nous sommes des journalistes. Bon, il y en a Peter Tiani. L'Assemblée nationale vient de rejeter la publication